Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Destin extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui fut bien plus qu'un boxeur, Muhammad Ali, un champion devenu une icône mondiale, dont les combats les plus importants ne se sont pas toujours déroulés sur un ring. Muhammad Ali a été champion du monde des poids lourds à 3 reprises, mais réduire son histoire à la boxe serait passer à côté de l'essentiel. Au sommet de sa carrière, alors qu'il n'a que 25 ans, il accepte de perdre son titre, sa licence et plusieurs des meilleures années de sa vie sportive plutôt que de renoncer à ses convictions. Il deviendra aussi acteur à Broadway, militant, figure humanitaire, intermédiaire dans une crise d'otages en Irak et l'un des visages les plus reconnaissables du XXe siècle. Et pourtant, tout commence par quelque chose de beaucoup plus banal, un vélo volé. Cassius Marcellus Clay Jr. naît le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky. Son père, Cassius Clay Sr., peint des enseignes et des fresques. Sa mère, Odessa, s'occupe du foyer. La famille vit dans un quartier relativement stable, mais Cassius grandit dans une Amérique où la ségrégation raciale fait encore partie du quotidien. Le 11 octobre 1954, il a 12 ans. Son vélo rouge, un Schwinn auquel il tient énormément, est volé devant le Louisville Home Show. Furieux, Cassius cherche un policier et annonce qu'il compte retrouver le voleur pour lui donner une correction. Le policier s'appelle Joe Martin, et sa réponse va changer une vie. Avant de vouloir se battre, mieux vaut apprendre à le faire correctement. Martin entraîne justement de jeunes boxeurs. Cassius entre alors dans une salle de boxe. Très vite, le garçon se passionne. À l'école, il connaît des difficultés académiques, il sera plus tard identifié comme dyslexique. Mais dans l'entraînement, il montre une discipline remarquable. Le Muhammad Ali Center rapporte qu'il lui arrivait de courir jusqu'à l'école à côté du bus. À la fin de sa carrière amateur, son bilan atteint 134 victoires pour 7 défaites. Mais avant de devenir professionnel, il reste une étape, Rome. En 1960, Cassius Clay est sélectionné pour les Jeux olympiques. Il devrait être euphorique. Il a pourtant un problème presque comique pour celui qui va bientôt parcourir le monde. Il a peur de l'avion. Selon Joe Martin et le récit conservé par le Muhammad Ali Center, un vol agité vers les sélections américaines l'a tellement effrayé qu'il envisage de ne pas partir à Rome. L'histoire raconte qu'il finit par acheter un parachute dans un magasin de surplus militaire et monte dans l'avion avec lui. À Rome, en revanche, plus aucune hésitation. Cassius devient rapidement l'une des personnalités les plus visibles du village olympique. Il parle à tout le monde, plaisante, se présente avec une assurance étonnante pour un garçon de 18 ans. Le 5 septembre 1960, il bat le Polonais Zbigniew Pietrzyskowski et remporte la médaille d'or des mi-lourds. De retour aux États-Unis, il devient professionnel. Un groupe d'hommes d'affaires de Louisville finance ses débuts. L'une des personnes qui l'accompagne juridiquement est Alberta Jones, une avocate noire pionnière du Kentucky. Quelques semaines après Rome, Clay remporte son premier combat professionnel contre Tony Hunsaker. Mais très vite, il comprend quelque chose que beaucoup de sportifs n'ont pas encore compris. Un combat commence avant le premier coup de gong. Cassius parle, beaucoup. Il annonce les rounds, il invente des rimes, il se moque de ses adversaires, il provoque les journalistes. Cette attitude agace une partie du public, mais elle attire les caméras. En 1963, avant même d'être champion du monde, il enregistre un album parlé et humoristique, I Am the Greatest. L'année suivante, l'album est nommé aux Grammy Awards dans la catégorie du meilleur album comique. Muhammad Ali aura donc été nommé aux Grammy avant même d'avoir atteint le sommet de sa carrière de boxeur. Le sommet, justement, semble alors appartenir à un autre homme, Sonny Liston. En février 1964, Liston est le champion du monde des poids lourds. Il est puissant, intimidant, et la plupart des observateurs pensent que le jeune Cassius Clay parle beaucoup trop pour quelqu'un qui s'apprête à affronter un homme aussi dangereux. Clay transforme pourtant la préparation du combat en spectacle. Lors de la pesée, il crie, saute, provoque Liston. Beaucoup pensent qu'il est terrifié ou incontrôlable. Il est peut-être aussi en train d'essayer de convaincre Liston qu'il va combattre un fou. Quelques jours avant le combat, un autre phénomène culturel passe par le Fifth Street Gym de Miami, les Beatles. La rencontre produit des photographies devenues célèbres. 5 jeunes hommes au bord d'une explosion médiatique se retrouvent dans une salle de boxe sans encore savoir jusqu'où leur célébrité va les mener. Le 25 février 1964, Clay monte sur le ring contre Liston. Il est largement donné perdant, mais sa vitesse transforme le combat. Clay bouge, esquive, frappe, puis disparaît.
À un moment, il revient dans son coin avec les yeux brûlants et dit qu'il voit mal. Angelo Dundee le pousse à tenir. Clay survit à la période difficile et reprend le contrôle. À la fin du sixième round, Sonny Liston reste assis sur son tabouret. Il ne repart pas. À 22 ans, Cassius Clay est champion du monde des poids lourds. Mais le lendemain, l'Amérique découvre que le nouveau champion ne veut pas seulement changer la hiérarchie de la boxe. Il affirme publiquement son appartenance à l'islam. Il utilise brièvement le nom Cassius X. Puis, le 6 mars 1964, Elijah Muhammad lui donne un nouveau nom, Muhammad Ali. Ali connaît Malcolm X depuis 1962. Les deux hommes deviennent proches. Mais au moment où Malcolm X quitte la Nation of Islam, Ali reste fidèle à l'organisation. Leur relation se brise. Ali reconnaîtra plus tard avoir profondément regretté cette rupture. En 1964, il voyage aussi en Afrique, notamment au Ghana, en Égypte et au Nigeria. Là-bas, il découvre qu'il n'est plus seulement un sportif américain. Dans une période marquée par les indépendances africaines et les luttes anticoloniales, il devient pour beaucoup un symbole. Aux États-Unis, une autre crise approche, la guerre du Vietnam. En 1966 et 1967, le dossier militaire de Muhammad Ali devient un sujet national. Ali revendique le statut d'objecteur de conscience en raison de ses convictions religieuses. Le 28 avril 1967, à Houston, il se présente au centre d'incorporation. Lorsque son nom est appelé, il refuse d'avancer. Son nom est répété. Il reste immobile. Les conséquences sont immédiates. Il est poursuivi pour refus d'incorporation. Les autorités de la boxe lui retirent sa licence et son titre mondial lui est enlevé. Il a 25 ans. C'est l'âge où un poids lourd aussi rapide aurait dû entrer dans les années les plus productives de sa carrière. Pendant plus de 3 ans, il perd pratiquement le droit d'exercer son métier. Quelques semaines après son refus, une réunion historique se tient à Cleveland. Jim Brown rassemble 12 sportifs noirs de premier plan, parmi lesquels Bill Russell et le jeune Lou Alcindor, qui deviendra Karim Abdul-Jabbar. Plusieurs participants arrivent avec des doutes. Ils questionnent Ali sur ses motivations. Après cette longue discussion, il ressort en soutenant publiquement sa position. La réunion restera connue comme le Cleveland Summit. Sur le plan judiciaire, Ali est condamné à 5 ans de prison et 10 000 $ d'amende, mais il reste libre pendant ses recours. Privé de ring, il doit rester visible autrement. Il donne des conférences dans des universités. Et en 1969, il prend une direction inattendue, Broadway. Muhammad Ali devient la vedette de la comédie musicale Buck White. Il chante, joue, occupe la scène. Le spectacle ouvre officiellement le 2 décembre 1969 et ferme 4 jours plus tard, après seulement 7 représentations officielles. Pendant quelques jours, l'ancien champion du monde interdit de boxe devient acteur et chanteur à Broadway. Puis vient enfin le retour. En octobre 1970, l'État de Géorgie lui permet de boxer à Atlanta. Le gouverneur ségrégationniste Lester Maddox s'oppose au combat et déclare même une journée de deuil. Mais le combat a lieu. Ali bat Jerry Quarry en 3 rounds. Le champion est revenu, mais le monde de la boxe a changé pendant son absence. Un homme a pris sa place, Joe Frazier. Leur histoire est plus complexe qu'une simple rivalité. Pendant l'exil d'Ali, Frazier l'a soutenu publiquement. Le Muhammad Ali Center rapporte même qu'il lui glissait parfois quelques centaines de dollars pour l'aider à payer ses dépenses. Mais à mesure que le retour d'Ali se rapproche, l'amitié se transforme. Ali utilise son talent pour la provocation contre Frazier. Il va parfois beaucoup trop loin, le présentant comme un symbole de l'establishment et utilisant des insultes qui blesseront profondément Frazier. Le 8 mars 1971, les deux hommes se retrouvent au Madison Square Garden pour ce qui est présenté comme le Fight of the Century. 2 champions olympiques, 2 poids lourds invaincus. Après 15 rounds, Frazier gagne au point. Muhammad Ali vient de subir sa première défaite professionnelle. 3 mois plus tard, le 28 juin 1971, la Cour suprême des États-Unis annule à l'unanimité sa condamnation pour refus d'incorporation. Il faut être précis. La Cour ne déclare pas simplement que Muhammad Ali avait raison sur toute la guerre du Vietnam, elle juge que le traitement de sa demande d'objecteur de conscience ne permettait pas de savoir sur quel motif juridiquement valable son refus avait été fondé. Sa condamnation ne peut donc pas tenir. Ali retrouve pleinement son droit de poursuivre sa carrière. Il enchaîne les combats. Il perd contre Ken Norton en 1973, puis gagne la revanche. En janvier 1974, il bat Joe Frazier lors de leur deuxième affrontement. Mais pour redevenir champion du monde, il doit désormais affronter George Foreman. Foreman paraît presque invincible. Il a détruit Joe Frazier en 2 rounds et Ken Norton en 2 rounds.
Il est plus jeune qu'Ali, extrêmement puissant, et beaucoup pensent qu'Ali va subir une correction. Le combat est organisé à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Ali arrive sur place et comprend immédiatement la puissance du public local. La foule l'adopte. Il transforme encore une fois un combat de boxe en événement mondial. Le 30 octobre 1974, les deux hommes montent sur le ring. Ali ne peut plus boxer exactement comme avant 2 ans. Alors il change. Il s'appuie sur les cordes, protège son visage, laisse Foreman frapper, bloque une partie des coups et oblige le champion à dépenser son énergie. Cette stratégie deviendra célèbre sous le nom de rope-a-dope. Foreman frappe, Ali parle, Foreman continue. Mais les minutes passent et la puissance du champion s'érode. Au huitième round, Ali accélère. Une combinaison envoie Foreman au sol. À 32 ans, 7 ans après avoir été dépouillé de son titre, Muhammad Ali redevient champion du monde des poids lourds. Un an plus tard vient un combat encore plus brutal. Le 1er octobre 1975, Ali affronte Joe Frazier pour la troisième fois à Manille, aux Philippines. La chaleur est accablante. Pendant 14 rounds, les deux hommes se frappent jusqu'à l'épuisement. À la fin du 14e, Frazier voit très mal. Son entraîneur Eddie Futch décide de ne pas le laisser repartir. Ali gagne, mais lui-même est au bord de l'effondrement. Il dira que ce combat est ce qui s'est approché le plus de la mort dans sa carrière. Leur rivalité restera l'une des plus grandes de l'histoire du sport, mais elle porte aussi une leçon plus sombre. Le spectacle, les insultes et les combats ont laissé des blessures qui ne disparaissent pas avec le gong final. Ali continue. En février 1978, il perd son titre contre Leon Spinks. 7 mois plus tard, il gagne la revanche et devient le premier boxeur à conquérir à 3 reprises le championnat du monde des poids lourds. Il a 36 ans, mais cette fois, le corps commence réellement à présenter la facture. Il poursuit pourtant sa carrière jusqu'en 1981. Après une dernière défaite contre Trevor Berbick, il arrête avec un bilan professionnel de 61 combats, 56 victoires et 5 défaites. Une autre vie commence. En janvier 1981, quelques mois avant son dernier combat, Ali apprend qu'un jeune homme menace de sauter d'un immeuble de Los Angeles. Il se rend sur place. Il parle avec lui et finit par le convaincre de quitter le rebord. Il l'accompagne ensuite à l'hôpital et revient prendre de ses nouvelles. Cet épisode résume une partie de ce que Muhammad Ali est devenu, quelqu'un qui considère que sa célébrité doit servir à autre chose qu'à vendre des billets. En septembre 1984, à 42 ans, Ali reçoit un diagnostic de maladie de Parkinson. Pendant longtemps, le public associera automatiquement sa maladie aux coups reçus sur le ring. Il faut pourtant rester prudent. Les médecins qui ont suivi Ali ont décrit un tableau compatible avec une maladie de Parkinson d'apparition précoce. Sans autopsie, il est impossible de transformer le lien entre sa carrière de boxeur et sa maladie en certitude individuelle. Ses mouvements ralentissent, sa voix change, mais il continue de voyager. En novembre 1990, Saddam Hussein a envahi le Koweït et des étrangers sont retenus en Irak comme boucliers humains. Muhammad Ali décide de partir à Bagdad. Le gouvernement américain ne lui demande pas de le faire. Ali y va de sa propre initiative. Il attend plusieurs jours avant d'obtenir une rencontre avec Saddam Hussein. Les deux hommes parlent pendant près d'1 heure. Ali quitte finalement l'Irak accompagné de 15 otages américains libérés. Imaginez le parcours. Le garçon qui voulait retrouver un vélo rouge volé à Louisville est devenu suffisamment célèbre pour entrer dans le palais d'un dictateur en pleine crise internationale et repartir avec 15 hommes libres. En 1993, Ali rencontre Nelson Mandela en Afrique du Sud. Mandela avait lui-même pratiqué la boxe dans sa jeunesse. Deux hommes qui ont compris, de manière très différente, comment un corps peut devenir un symbole politique se retrouvent face à face. Puis vient l'une des images les plus fortes de sa vie. 19 juillet 1996, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta. Très peu de personnes savent qui va allumer la vasque. Le secret a été protégé jusqu'au dernier moment. Muhammad Ali apparaît avec la torche. Sa main tremble à cause de la maladie. 36 ans après sa médaille d'or de Rome, le monde entier le regarde allumer la flamme olympique. Ce soir-là, il ne frappe personne, il ne provoque personne, il ne parle presque pas. Et pourtant, c'est peut-être l'une de ses performances les plus puissantes. Quelques semaines plus tard, il reçoit une médaille d'or olympique de remplacement. Muhammad Ali meurt le 3 juin 2016 à l'âge de 74 ans. Il restera l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Mais son héritage ne vient pas seulement de ses victoires. Il vient aussi des années qu'il a accepté de perdre, des positions qui l'ont rendu impopulaire avant de le transformer en symbole. De ses contradictions, de ses erreurs,
de son immense talent pour comprendre le pouvoir de sa propre image, puis utiliser cette image bien au-delà du ring. Il s'était lui-même surnommé The Greatest. Au départ, beaucoup trouvaient cela insupportablement prétentieux. Quelques décennies plus tard, presque plus personne ne riait. Muhammad Ali n'a pas seulement changé la boxe, il a changé ce qu'un sportif pouvait représenter dans le monde. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Destin extraordinaire. Si ce documentaire vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un commentaire, en partageant la vidéo et en vous abonnant pour découvrir d'autres parcours hors du commun. À très bientôt sur Destin extraordinaire pour une nouvelle histoire, un nouveau destin.